Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Je sais que tu veux nous parler aujourd'hui d'un sujet délicat et qui est particulièrement tabou. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, oui, c'est un sujet qui est très important par rapport euh, au vécu de son propre corps et de sa sexualité. Et c'est un sujet qui demande, je pense, beaucoup de pudeur et en même temps de discrétion. Et je m'engage sur ce terrain qui est pas facile. C'est de parler de l'auto-érotisme et de ce qu'on appelle souvent masturbation. Et j'aime pas beaucoup ce terme parce que il porte quelque chose comment, de, je sais pas comment dire, de dénigrant, peut-être de sale aussi, ou de honteux, quelque chose comme ça, qui porte beaucoup. Parce que les activités d'auto-érotisme, c'est quelque chose évidemment qui ne regarde que soi dans sa propre intimité, l'intimité de son corps, l'intimité de sa chambre. Et comme pour un acte sexuel, un couple n'a pas envie que quelqu'un regarde par la fenêtre pour voir ce qui se passe. Voilà, donc de fait, oui, j'ai envie de parler de ce sujet parce que il peut avoir une grande importance sur la déculpabilisation et la connaissance de soi à travers son corps. Tout le monde découvre à un moment ou à un autre son territoire corporel et toutes les sensations qui peuvent y être associées. Et dans ce cas-là aussi, le plaisir, avec la question, mais qu'est-ce que c'est donc que ce plaisir sur lequel on peut aller en découverte de soi, en compulsion, en culpabilité, en impression de faire quelque chose de sale. Enfin, mais il y a quelque chose dedans qui est pour moi un questionnement humain essentiel. Et quand j'en parle, ce que je sens tout de suite, c'est que ça a à voir avec, dans la présence à mon corps, avec évidemment la sexualité, mais que la sexualité, et les organes sexuels et les sensations que ça donne, c'est complètement à la racine, en bas du tronc. C'est plus en avant, mais c'est quand même relié aussi à l'anus et au bas de la colonne. Et que même si j'en parle, quand j'en parle, dès que j'en parle, ça me donne envie de me redresser. Il y a quelque chose au niveau de l'énergie qui est situé là. Et qui, dans, quand on regarde du côté du taoïsme, ou même des arts martiaux, la source des arts martiaux, la compréhension du corps, et puis dans le yoga, dans le tantra, dans la description des chakras, tout ça, mais évidemment, on parle du Muladhara, c'est-à-dire du chakra racine. Et qu'est-ce que c'est que ce chakra racine? Dans la tradition, on l'appelle aussi le, le, comment on dit, le lieu, le point de Brahma. Brahma, c'est le Dieu créateur. Hein. Et chez les taoïstes, on parle du muscle des ancêtres. Donc, il y a quelque chose aussi. Le, et la porte de la vie et de la mort. Enfin, c'est des points essentiels de, quand j'y amène, quand quelqu'un y amène sa conscience. C'est quelque chose qui enracine, qui établit profondément dans l'existence. Hein. Le sexe, c'est la source de notre existence terrestre, et la reproduction, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir été un bébé, d'être sorti du ventre de la mère, le bord de la vie et de la mort, c'est parce que ça sort de là. Hein. Et si je mets à la vie, je condamne à mort, puisque la personne que je mets en vie et qui sort de mon ventre sera, euh, sera un jour mort, mourra un jour. Donc ça touche à des questions existentielles majeures. Et pourquoi la masturbation est autant un tabou et de l'autre côté,
en quoi elle peut aider la personne à se connaître plus? Hmm. Alors, déjà, encore en gardant quelque chose d'assez élargi, elle est un tabou. Déjà parce que, je ne sais pas, c'est un niveau d'intimité, c'est un niveau de quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Et c'est quelque chose dans lequel, au moment où je ne voudrais pas être vu par quelqu'un d'autre, tu vois, à moins que ce soit des jeux sexuels avec un partenaire, là c'est différent. Mais là, on ne parle plus de masturbation, même si euh, c'est des jeux sexuels. Masturbation, vraiment, pour moi, la connotation, c'est vraiment moi avec moi. Et de s'imaginer être vu par quelqu'un d'autre dans un acte masturbatoire, c'est extrêmement gênant. C'est- je- là. Et, et je pense que c'est lié aussi que euh, c'est lié aux organes de la défécation et de l'urine. Et il y a quelque chose qui reste comme un jugement de partie sale du corps, peut-être. Tu vois, il y a en même temps intime, il y a en même temps. Puis il y a une gêne parce que qu'est-ce que c'est que le plaisir? Et qu'est-ce que c'est que le plaisir sexuel quand je me masturbe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, tu vois? Et quel est mon visage? Quel est mon corps? Comment je réagis? Et il y a, il y a beaucoup de personnes qui ont honte même de se toucher, même c'est même pas la peur d'être vu par quelqu'un d'autre, c'est comme s'il restait de notre culture judéo-chrétienne une sorte de honte, de culpabilité de se donner du plaisir à soi-même, tu vois. En fait, c'est très complexe. Et dans ce que je réponds, j'ai pas envie que ce soit un débat fermé, que j'amène une vérité dessus. C'est plutôt des tas de questions que j'aimerais que je suggère à chacun de se poser pour se découvrir là-dedans. En tout cas, pour moi, ça touche à la sexualité, à la vie, à la mort, au plaisir, à son intimité, à son territoire corporel, euh, à quelque chose que on n'a pas envie que d'autres assistent ou voient. Tu vois. Voilà, c'est tout ça. Alors maintenant, vu l'importance de cela et les résonances dans tout le corps, euh, je crois que ça va aussi avec, comment dirais-je, le fait que nous ne sommes pas habitués, nous ne sommes pas éduqués à avoir déjà tout simplement une conscience réelle du corps et des sensations que le corps nous fournit. C'est pas dans notre culture. La- on fait du sport pour la compétition, mais est-ce qu'on fait du sport pour le senti corporel, pour les états dans lesquels ça nous met, hein? Euh, et tout notre système éducatif, qu'est-ce que c'est qu'on va faire à l'école? On va apprendre, mais ce qu'on apprend, c'est des connaissances, et c'est essentiellement les programmes, c'est des connaissances intellectuelles. Bon, il y a l'heure de sport peut-être, et puis peut-être un peu de musique, des choses comme ça, mais pas encore, pas bien développé. Tu vois, et, et même la musique, c'est c'est conçu pour la beauté, pour le résultat, alors que la musique et le chant, pour moi maintenant avec le chemin que j'ai fait, c'est essentiellement pour un plaisir avec soi et pour transformer les fréquences vibratoires qui se manifestent par des sensations, des ressentis très précieux dans le corps. Donc la masturbation et la présence au périnée et ses organes sexuels, à l'anus, qui sont pleins de sensations,
plein de sensations très variées. Ça se place déjà dans un contexte de présence à son corps, tout simplement, et de la capacité à savourer son corps. Et ça fait écho avec la phrase, j'allais dire tristement célèbre de Descartes, je pense donc je suis. Donc ça a été sa première affirmation. Je pourrais disserter sur Descartes parce qu'il n'y a pas que ça dans Descartes. Je respecte beaucoup Descartes. Mais l'usage qu'on a fait de Descartes dans la recherche de la vérité, de sur quoi fonder la science, la philosophie, aussi bien que la science objective, quelle est la réalité première. Et lui, il en est arrivé à découvrir, à reconnaître que c'est le processus de pensée consciente qui est la base. Et bien, tout notre système est basé là-dessus. Et c'est une déviation d'une autre source de notre civilisation qui est Socrate. Hein, c'est l'idéal socratique. C'est pas une phrase de Socrate, hein, mais c'est l'idéal socratique, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et se connaître soi-même, qu'est-ce que c'est? Et se connaître sexuellement, est-ce que ça fait partie de la connaissance? Et alors, ce qui est étrange, si on compare la tradition grecque avec la tradition hébraïque, c'est que le mot connaître en hébreu, c'est le même que pénétrer sexuellement, qu'une union sexuelle. On connaît quelqu'un quand on fait l'amour avec. Et c'est je dirais, c'est le symbole de toute connaissance. Donc, ce qui est complètement différent, c'est je connais un sujet quand j'en suis amoureux, quand je le pénètre avec amour. Même intellectuel, même le mot connaissance intellectuelle, la racine, l'étymologie, c'est faire l'amour. C'est quand même autre chose que Descartes, je pense donc je suis, et tout notre système d'éducation. Et ça amène la notion de cœur. Et est-ce que je m'aime? Est-ce que j'aime mon corps? Il y a un conte tibétain pour exprimer le chemin intérieur, et il s'agit de rentrer dans le temple, et c'est de trouver la porte du temple. Et la porte du temple, c'est une porte dans son corps. Le vrai temple, c'est son corps. Les temples extérieurs ne sont que des représentations de notre corps pour nous donner envie d'aller dans notre corps. Mais c'est comme un corps magnifié dans lequel on rentre, mais symboliquement, alors que le véritable temple dans lequel on doit rentrer, c'est par notre corps. C'est une porte du corps. Voilà. Donc cette porte du corps, j'imagine que c'est par la sexualité. Alors ça encore, c'est normalement oui, mais dans l'interprétation des moines tibétains, eh bien, comme dans beaucoup de civilisations, ben, c'est zappé. Et la porte est toujours ce qui est une porte, hein, qui est une porte extrêmement importante, mais chez les Tibétains, c'est essentiellement la porte du chakra de la couronne, du 7e chakra, et d'appeler le monde d'en haut pour nous pénétrer. Et c'est la conscience qui descend dedans. Et curieusement, pour certains, en fait, le chakra le plus important, il n'est pas le sexe, il est un peu au-dessus. On ne parle pas du chakra sexuel. J'ai été étonné de ça. Il y a le chakra secret. Pour moi, le chakra secret, selon l'hindouisme, c'est justement le chakra intime. Et c'est le premier chakra. Mais pas du tout, c'est pas ça. Le chakra secret, c'est une sorte de chakra qu'on peut visualiser, qu'on peut ressentir et sur lequel il faut mettre son attention, qui est en dessous du nombril, en profondeur dans le bas-ventre. Mais c'est pas le sexe. Pourtant, c'est le sexe qui donne justement beaucoup de sensations d'ancrage et de présence. Et alors qu'il
quand je prends un des grands maîtres du yoga tantrique ou du tantra yoga, qui s'appelle le Raknath, eh bien, première porte d'entrée, les premiers points de concentration, c'est les pieds, avec en particulier le gros orteil, qui est pour le point d'appui sur la terre quand on penche en avant un tout petit peu, et qui éveille des courants d'énergie à partir du gros orteil et de la plante du pied, mais plus sur le côté intérieur, et qui vont animer l'anus, le périnée et le sexe. Et que c'est par là que Gorak suggère de commencer son chemin intérieur. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas appel en haut, parce que c'est de haut, c'est la conscience, c'est de descendre à l'intérieur. Donc, c'est toujours un double mouvement, descendre et monter. Et la montée, justement, alors, se découvrir sexuellement et se découvrir toutes les sensations que peuvent fournir le sexe et pouvoir appuyer sa méditation et la découverte de son corps par ce point qui est central dans la ligne du corps, qui est l'axe central qui commence par le sexe, l'anus et puis le coccyx, eh bien, ça donne une puissance à la méditation, une présence à la méditation, et ça permet à toute l'énergie vitale d'être pleinement éveillée et de monter à l'intérieur du corps, ce qu'on appelle la Kundalini ou la Kundalini Shakti, la déesse Kunda, la déesse de l'énergie humaine qui peut vitaliser tout notre corps. Donc pour moi, la masturbation, avec la découverte, et quand je dis masturbation, c'est comme si le mot n'était pas juste. C'est parce qu'il est trop entaché de quelque chose de, comment je dirais, de compulsif, de quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, donc il ne faudrait pas qu'on le fasse. Quelque chose comme ça. Et de auto-érotisme, c'est déjà plus sain, je pense, mais ce n'est pas encore ça. Pour moi, c'est plus précieux que ça. C'est découvrir l'intime de son sexe et de tout le potentiel de montée d'énergie et de transformation de l'énergie à l'intérieur de nous. Et ça demande une attitude non pas compulsive, mais tout à l'opposé, de profond respect, de prendre son temps, de curiosité, vraiment d'effort de découverte. Mais un effort qui est évidemment agréable, il y a du plaisir dedans, mais complètement tranquille et justement de prendre beaucoup de temps. Et ça rejoint aussi le temps qu'on prend dans l'acte sexuel. Là, je me suis amusé hier à regarder dans des textes de sexologues et des études sur la sexualité. Entre 5 minutes et demie et 7 minutes, une pénétration. Dans le tantra, on dit à moins de 20 minutes de pénétration, il n'y a rien qui se passe. Dans la sexologie, on dit après 7-10 minutes, on s'ennuie. Bon, alors qu'est-ce que c'est c'est vraiment ce que j'invite mes auditeurs, là, c'est de changer complètement de paradigme, de changer complètement de point de vue. La masturbation, ça fait partie de la découverte de son corps. Ça prend des heures et des heures, évidemment pas des heures à la fois nécessairement, mais en tout cas, c'est complètement... ça demande beaucoup de cœur envers soi et beaucoup de temps à se donner. C'est un cadeau qu'on se fait pour découvrir son énergie et découvrir les flots d'énergie qui peuvent monter à l'intérieur de soi et être... Alors, il y a plusieurs aspects, c'est que ça permet d'activer les différents chakras qui sont chacun des niveaux
ou des plans de conscience, des manières d'être conscient, des saveurs différentes. Et aussi, je crois que ça stimule la vitalité de toutes les cellules, de tout le corps. Et même de la stimulation sexuelle amène euh, à produire plus d'hormones euh, qui, qui, ont, qui font que voilà, il y a quelque chose qui fleurit à l'intérieur. Et tu vois, dans le monde chrétien, on parle d'impureté. Alors que, donc, moi je me rappelle, à la confession, on avait des listes de péchés et on nous envoyait se confesser à partir de 7 ans. Et il y avait le péché d'impureté. Et moi, entre 7 et 12 ans, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que le péché d'impureté? Puis à un moment donné, j'ai découvert mon sexe, j'ai découvert que je le touchais, j'ai découvert qu'il y avait une éjaculation. Je me suis dit instantanément, ah, c'est ça le péché d'impureté. Donc c'est bon, mais c'est défendu. Hein. Et je me suis même pas dit c'est bon, c'est défendu. C'est comme une sorte de honte et monter en moi à ce moment-là. Et donc c'est un poison qui était déposé par rapport à ma sexualité et à mon corps avant même que je sache ce que ça pouvait être. C'est vraiment un empoisonnement, c'est criminel. De telles assertions qu'il y a le péché d'impureté si on se masturbe, si on se découvre, et là, en plus de ça, à l'adolescence, tu as des rêves avec, pour les garçons, je ne sais pas comment ça se passe pour les filles, mais tu as des rêves dans lesquels il y a plaisir, le désir d'être avec une fille de son âge, puis ça explose à l'intérieur, et puis pof, on se réveille avec mouillé, avec une éjaculation. Et puis là, il y a des mères qui vont dire, oh là là, horrible, tu vois, qu'est-ce que c'est que ça? Même, j'ai le souvenir de quelqu'un qui me dit, enfin c'est un client en fait, qui dit, ben, quand le soir, quand je suis revenu de l'école, j'ai reçu 2 énormes baffes de ma mère, 2 énormes claques, et sans savoir absolument pourquoi. Et ce n'est que longtemps après que j'ai compris que c'est parce qu'il y avait eu une éjaculation dans mes draps. D'ailleurs, comment les parents peuvent réagir face à un enfant qui se masturbe ou qui le voit se masturber? Euh, Qu'est-ce qui pourrait aider? Alors, euh, la réponse immédiate, c'est déjà de respecter son intimité, de lui dire, écoute, c'est précieux, c'est avec toi, va, va dans ta chambre ou va dans un endroit discret, parce que les gens, ça s'accepte mal socialement, tout simplement, des choses comme ça. Mais surtout de pas culpabiliser ou d'aucune sorte. Ça me rappelle aussi un souvenir, enfin, c'est un de mes clients qui m'avait raconté qu'il était sur le bord d'une plage en plein été, et puis qu'il y avait une petite fille nue, tu vois, et puis qui s'approche de l'eau, puis il y avait des vaguelettes qui arrivaient, et puis qui venaient toucher son sexe, tu vois, juste entre les jambes, les petits éclaboussures, puis elle avait des sursauts, puis c'était joyeux, enfin, c'était... Et puis il y avait toute la famille, avec les adultes, la famille qui rigolait et qui, vous voyez, elle commence à être une salope, etc., etc. Tu vois, elle va faire des blagues salaces et tout ça. Puis finalement, le père qui se lève, qui va chercher sa fille, puis qui lui donne des claques sur les fesses. La petite fille se met à pleurer. Elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas ce qui se passe. Et ça, c'est criminel. C'est idiot. Mm. C'est idiot et criminel. Et, alors, pour revenir à l'auto-érotisme même, oui. Pour revenir à l'auto-érotisme, en fait, une question. Quel est l'intérêt, par exemple, de faire de l'auto-érotisme et donc de se découvrir soi-même si on a une autre personne pour s'aider à se découvrir? Pour moi, c'est la même chose, c'est aussi bien, mais il y a, comment dire, je pense que les deux sont valables. Mais il y a,
Pour moi, il y a quelque chose de soi avec soi qui reste différent, je pense, qui est différent et qui permet de complètement écouter. Tu vois. Euh, et je pense que ça enrichit la relation sexuelle avec un partenaire, le fait de se connaître déjà. Tu vois. Et là, il y a des choses pour se découvrir où on ne peut le faire avec son ou sa partenaire. Tu vois, il y a des massages intimes que même il est difficile de faire soi-même. Euh, pour moi, alors, il y a accepté aussi d'intégrer l'anus dans toutes les zones érogènes et il y a, pour l'homme comme pour la femme, de découvrir toute la délicatesse, la fragilité, je dirais la tendresse de toutes les parties de son sexe et de tout cet environnement. C'est-à-dire pour l'homme, il y a le petit filet qui est à la base du gland, tu vois, qui est comme, pour moi, c'est comme une corde de violon, extrêmement sensible, qui fait vibrer tout le corps. Tu vois, il y a toutes les différentes parties. On n'en parle pas, c'est comme tabou. Comme la collerette du gland, c'est pas pareil que l'extrémité du gland. Et le prépuce aussi a une sensibilité qui n'est pas la même que le gland et la hampe du pénis non plus. Et une chose qui est encore moins connue, je pense, c'est la sensibilité de toutes les parties des bourses. Tu vois, d'aller vraiment les ligaments suspenseurs, les bourses elles-mêmes, chaque bourse, les différentes sensations de chaque bourse. C'est pas une boule ronde, tu vois, qui est sensible pareil. Et tout ça, je pense que ça demande beaucoup de respect et d'écoute de soi et de temps pour découvrir tout ça. C'est comme d'apprendre à jouer d'un instrument de musique extrêmement délicat et complet. Et je dirais, la compulsion ou la pulsion sexuelle, il y a à voir combien il peut y avoir le besoin de décharge. Donc tu demandais aussi pourquoi euh, de se masturber si on a un partenaire, mais il y a aussi, je crois, et surtout pour les personnes jeunes, il y a la sexualité fonctionne au niveau de l'instinct par charge et décharge, c'est-à-dire le corps construit une certaine charge, une certaine tension sexuelle, puis à un moment donné, il faut qu'il y ait des charges. Ça peut même se faire au cours d'un rêve la nuit. Tu vois. Et pourquoi attendre la nuit si on peut se le faire soi, parce que sentir que c'est trop chargé, que c'est douloureux. Pour les hommes, ça peut être douloureux, ça peut être chaud, lourd, ça peut devenir pénible. Donc pourquoi ne pas profiter de cette charge pour se donner du plaisir, tout simplement. C'est tout simple. Parce qu'on n'a pas toujours, autrement, on court après une femme, à ce moment-là, la femme sert de Kleenex, quoi, de décharger dans la femme, ou de demander à une femme de se décharger. Enfin, pour moi, là, on n'est plus dans l'amour. Et C'est du autre chose. coup, dans le couple, est-ce que les pratiques de masturbation individuelle, c'est quelque chose, par exemple, que tu pourrais recommander ou qui peut avoir un intérêt, justement, ou qui, Alors, selon... pour moi, de demander à son partenaire ou à sa partenaire de m'aider, d'aider à se découvrir, pour moi, c'est complètement plus que légitime, c'est désirable, enfin, parce que aussi le toucher de l'autre n'est pas la même chose que mon propre toucher. Elle peut me faire découvrir des choses et que je peux faire découvrir aussi des aspects, des nuances pour savourer toutes ces zones-là. Et plus elles sont vivantes, ces zones-là, plus il y a de l'innocence dans le visage. C'est ça qui est curieux. Quand c'est compulsif, puis comme ça, bon, c'est laid, il y a de la laideur. Quand c'est vraiment une acceptation paisible, tranquille, intime, le visage fleurit aussi.
Quelqu'un de satisfait, c'est un plaisir à regarder. Et même dans l'acte sexuel, chaque personne devient comme ça dans l'acte sexuel, quand c'est épanoui. C'est beau, c'est une fleur qui s'ouvre. Et pour revenir à ce que peut aider un partenaire, par exemple, ce qui est plus difficile, ce qui est impossible, vraiment, je crois impossible de découvrir soi-même, c'est aussi les sensations dans l'anus et de la prostate pour l'homme. Pour la femme, je sais pas trop. Il faudrait demander à une femme en quoi le toucher délicat de son partenaire peut aider. Et dans les deux cas, que ce soit pour l'anus, pour aller au fond du vagin ou découvrir autour du col de l'utérus, enfin, le point G, le fameux point G, etc. Est-ce que c'est facile pour une femme de faire toute son exploration? J'en sais rien. Est-ce que un partenaire bienveillant, ça lui permet aussi de s'explorer davantage? Je pense que oui. Je suppose que oui. Et pour explorer l'anus aussi, c'est quasiment impossible de le faire soi-même. Et là, à faire très attention des ongles aux ongles, parce que ce sont toutes des muqueuses extrêmement délicates et fragiles, et soit de vraiment mettre ce qu'il faut, comme lubrifiant, comme d'avoir tout ça très doux, ou de mettre un doigt comme un gant de latex ou d'autres matériaux qui permettent de ne pas blesser. Et aussi de faire attention de ne pas passer de l'anus au vagin ou de l'anus au sexe, parce qu'à ce moment-là, on mixe des bactéries qui n'ont rien à voir ensemble et qui peuvent provoquer des infections. C'est pas utile. Voilà. J'ai une question par rapport à justement aux hommes et à la stimulation de la prostate. C'est souvent en fait pas très bien vu pour un homme, ou plutôt c'est assez rare qu'un homme demande ce genre de pratique ou se laisse aller à ce genre de pratique. Et donc j'étais curieuse en fait que tu nous en dises un peu plus. Pour moi, c'est extrêmement important. Alors, il y a la gel, là aussi, c'est sale ou je ne sais pas quoi. Mais pour moi, il a fallu, je pense, dans les 35 ans, quelque chose comme ça, entre 35 et 40, et je me suis rendu compte qu'avec toute mon éducation, même si je faisais l'amour, il y avait en fait une méconnaissance de toutes ces parties de mon corps. Et je suis passé systématiquement, une exploration systématique. Et à l'époque, il y avait en particulier un type de massage qui s'appelle l'intégration posturale, donc qui est un massage très profond de toutes les parties du corps, y compris les muscles de l'anus et de la prostate, et qui se faisait donc par un professionnel. Actuellement, c'est interdit, sauf à un médecin, c'est même interdit à un ostéo de faire des manipulations, même pour le bas de la colonne, le coccyx ou le sacrum. C'est théoriquement interdit de rentrer à l'intérieur du corps d'une façon thérapeutique. Je suspecte que c'est par peur d'abus sexuels, etc. Mais en fait, pour moi, c'est complètement idiot quand il s'agit de replacer les organes d'une femme après un accouchement, des choses comme ça. Et des thérapeutes, des ostéos en particulier, qui font ça de façon magnifique, hommes ou femmes. Tu vois. Donc, c'est l'attitude. Si on est lubrique et qu'on est médecin ou ostéo, ben, on est comme ça, on est malade, quoi. Mais dans quelque chose d'équilibré, c'est quelque chose qui doit être possible. Et moi, je suis passé systématiquement par ce type de massage, avec toute une série très, très complète, et avec l'exploration de ce qu'on peut toucher par l'intérieur, l'arrière de la colonne, du bas de la colonne, du sacrum, etc., par l'anus, et de la prostate, et de découvrir toutes les sensations que c'est donné. Et là, j'ai l'impression que ça m'a donné une sorte de sécurité dans mon corps, une assise. Tu vois. Et aussi, je pense que c'est très équilibrant pour répartir les charges sexuelles, pour qu'il n'y ait plus, en fait, de vraiment s'intéresser à son sexe, à ses organes, ça diminue l'aspect compulsif.
l'aspect animal, il faut que je décharge. Pour quelque chose de beaucoup plus présent, d'être au centre complètement de ses sensations, complètement avec son cœur. Et à ce moment-là, il y a un lien très fort qui se fait entre le sexe et le cœur. Et il y a, les énergies montent. Et quand on fait l'amour, ou même si on se masturbe, on peut sentir que l'énergie sexuelle va, va se transformer. Et il y a au moins deux endroits importants, c'est la poitrine, le centre de la poitrine et le cœur, et de sentir que toute l'énergie et les sensations sexuelles montent dans le ventre et finalement arrivent au cœur, et ensuite même vont plus loin à la gorge et ce qu'on appelle le troisième œil, c'est-à-dire ça illumine le cerveau. Et c'est une montée de l'énergie qui est plus que légitime, qui est désirable, qui fait partie hein, qui fait partie même des processus normaux de méditation et de yoga, que ces énergies de base montent à l'intérieur et en montant se transforment. Pour moi, tout ça, c'est de l'amour. Et ça me rappelle une phrase d'une yogi maître tantrique qui dit « Ce qui peut enchaîner peut aussi libérer ». Si je suis obnubilé par le sexe en résultat de répression, de culpabilité, eh bien, je peux devenir obsédé par le sexe, et je peux devenir obsédé par le sexe aussi bien en étant un moine qui a fait le vœu de chasteté qu'en étant un pédophile ou quelqu'un qui court après les relations, une après l'autre. Oui, oui. Et il peut y avoir dans la masturbation compulsive aussi quelque chose de complètement maladif. Il faut tout le temps que je me masturbe, que je décharge, autrement je deviens anxieux. Ça peut être utilisé aussi comme une sorte de soporifique ou de calmant. Et là, à ce moment-là, plutôt que de donner de l'énergie, ça épuise. De se vider. Dans l'auto-érotisme dont je parle, à l'extrême, on ne va même pas sur l'éjaculation. Et si je peux aller très proche de l'éjaculation, vraiment du plaisir, respirer, arrêter, et justement pour que cette énergie puisse monter, que le plaisir puisse monter au cœur et illuminer le troisième œil, il faut que je passe par paliers sans éjaculer pour l'homme. Et je suspecte pour la femme sans aller non plus à l'orgasme, l'orgasme clitoridien, comme on dit, tu vois. Mais d'aller vraiment explorer en douceur, prendre son temps. Et à ce moment-là, ça peut durer 1 heure, ça peut durer une demi-heure ou 1 heure, tu vois. Comme une relation sexuelle, pour moi, au-delà de 20 minutes, je m'ennuie de moins en moins. C'est pas c'est de dire que les Français s'ennuient après 8 minutes, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens, mais ça a du sens. Ça signifie que la personne qui s'ennuie n'a pas d'écoute subtile et n'a pas de connexion profonde avec son partenaire. Et qu'il n'y a pas justement ces jeux d'énergie à l'intérieur de soi et qui se passe en cercle avec son partenaire, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Voilà ce que j'avais envie de dire ce matin, chère Lilia. Ben merci. J'espère que ça peut être utile.